L'esprit de janvier n'aura pas survécu longtemps au lendemain des attentats de Paris, mais le cauchemar sécuritaire qui en découle pourrait, lui, avoir la vie plus longue. C'est ce que redoutent en tout cas beaucoup d'acteurs de l'Internet ou encore des droits humains. La loi sur le renseignement est en débat en ce moment au Parlement français dans une discrétion presque totale. Si elle passe en l'état, elle classera la France parmi les 2 plus mauvais élèves du continent européen. Avec nous pour en parler, Nils Muižnieks. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Strasbourg. Vous êtes commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Avec nous en plateau également, Georges Moréas. Merci d'être avec nous également. Vous êtes ancien commissaire de police, scénariste également et avocat. Nils Muižnieks, qu'est-ce qui vous inquiète au juste dans ce projet qui est en préparation, projet de loi donc en France ? Eh bien, il ne s'agit pas simplement de la loi en France, mais de la loi en général, qui sont discutées ou qui sont votées très rapidement. Et je pense que ces lois doivent tirer les leçons des erreurs qui ont été commises par le passé dans la lutte contre le terrorisme, et qui très souvent... On a sacrifié les droits de l'homme sur l'autel du contre-terrorisme. Je crois que le point clé qui m'inquiète dans la loi française, comme dans beaucoup de lois, c'est le manque de contrôle légal sur les mesures d'interception ou les mesures de surveillance. Et je crois que ce contrôle est absolument essentiel. De plus, de ce contrôle judiciaire, je crois qu'il faut avoir une surveillance démocratique. Il ne faut pas donner aux services de renseignement une carte blanche, faire tout ce qu'ils veulent faire. Alors on va écouter Manuel Valls, le Premier ministre français, qui il y a 10 jours présentait la philosophie de cette loi dite de renseignement. On écoute Manuel Valls. Le projet de loi codifie les différents types de surveillance et détermine les règles précises qui seront applicables à chacune d'elles. Interception de sécurité, accès aux données de connexion, géolocalisation en temps réel, par téléphonie, par balise ou par capteur de proximité, intrusion informatique pour contourner les effets de cryptage, sonorisation et prise d'images dans les lieux privés, conditions à respecter pour mettre en œuvre des surveillances dans des locaux privés. En résumé, plus les techniques touchent à la vie privée, plus les contraintes sont fortes et les durées autorisées limitées. Georges Moréas, même question tout à l'heure qu'à Nils Muižnieks. Vous, qu'est-ce qui vous alerte dans ce projet de loi ? Si vous voulez, il y a deux manières d'envisager la question. Il y a le plan technique et efficacité, et le plan des libertés morales, des libertés publiques. Donc, en tant qu'ancien policier, il est évident que sur le plan de l'efficacité, c'est formidable. Il est normal que les policiers, les gendarmes, les militaires, les agents du service de renseignement demandent de plus en plus de moyens. Il appartient au pouvoir politique de mettre un frein, de mettre un filtre pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Là, je crois qu'on leur a donné tout ce qu'ils demandaient et même un peu plus, ce qui est assez... Par exemple ? C'est-à-dire que, en fait, toute la panoplie a été ouverte, et pas seulement pour lutter contre le terrorisme, comme on dit d'habitude, mais pratiquement tous les faits de société sont visés, même les mouvements sociaux. Donc c'est quand même très très important. Et ce qui est important, c'est que la société française est en train de basculer du judiciaire à l'administratif. Il y a déjà eu une loi qui a pris cet angle-là, c'est-à-dire qu'on va passer de la police judiciaire à la police administrative, c'est-à-dire une police proactive en quelque sorte pour éviter que ne se commettent des crimes ou des délits. Alors vous expliquez sur votre blog, sur Internet, que cette loi était en fait dans les tuyaux bien avant les attentats contre l'Hypercacher et contre Charlie Hebdo, que ça concerne donc le terrorisme mais aussi la politique, l'économie, les sciences, la criminalité organisée. Nils Muižnieks, je me tourne vers vous. Vous dites par exemple que ce projet de loi, s'il était adopté, crée un climat social dangereux au sein duquel chacun pourrait être considéré comme un potentiel suspect et que ça placerait la France parmi les plus mauvais élèves. Mais on a vu, après les attentats de Paris, un fort besoin de sécurité. Oui, bien sûr, il y a un devoir d'instaurer la sécurité au sein des frontières, mais il faut suivre les lois et le droit à une vie privée, le droit à l'égalité devant la loi, le droit de ne pas être suspecté d'un crime si on n'a pas agi de façon suspecte, le droit de ne pas être surveillé s'il n'y a aucune raison de le faire. Je crois que ces droits-là doivent être rappelés, renforcés, et je crois que c'est une erreur
d'envoyer un filet aussi large et de détruire complètement la vie privée. Je crois qu'ici, j'espère que le Parlement, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays, va entendre la voix des droits de l'homme et des commissions nationales des droits de l'homme qui appellent à faire attention, parce que la tentation, lorsqu'on a les moyens technologiques de surveiller absolument tout le monde, tout le temps, et de le faire, quelle que soit l'invasion dans les droits de l'homme et de la vie privée. Georges Moréas, vous rappelez donc que ce projet de loi était en préparation. Vous l'avez dit, ça peut être très efficace pour les services de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets qui seraient des atteintes aux libertés individuelles, concrètement sur Internet, par exemple, dans la vie privée? Ce serait quoi, des intrusions au domicile, ouvrir des coffres de voitures, c'est quoi? Sur le plan judiciaire, c'est déjà des choses qui sont faisables depuis quelques années maintenant. C'est-à-dire qu'on peut pénétrer au domicile de quelqu'un en son absence, de jour comme de nuit, dans certaines circonstances, et placer des petits bidules ou bidouiller l'électronique, l'informatique, etc. Maintenant, cela va se faire sans le contrôle d'un juge, c'est-à-dire sur une décision administrative ou gouvernementale, puisque c'est le Premier ministre qui chapeaute le tout, et via une nouvelle commission qui va être créée. Le président, M. Delarue, le président de la commission actuelle, qui contrôle les surveillances techniques, est complètement contre ce projet. Il admet qu'il faut faire quelque chose, mais tout doit se faire avec un contrôle sérieux, ce qui n'est pas le cas ici. Et en plus, une loi qui est débattue en urgence alors que c'est la précipitation. C'est invraisemblable. Monsieur Urvoas, qui est à l'origine de cette loi, a déposé hier 130 amendements à peu près sur son propre texte. Il y aura tout de même une commission censée contrôler tout cela. Il y aura une commission, mais qui va travailler plus a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les moyens de contrôle qu'avait la commission précédente. Nils Muižnieks, on se souvient que les Européens se sont émus de l'affaire de l'espionnage de l'agence de renseignement américaine, la NSA. Comment expliquez-vous ce paradoxe, l'Europe qui s'indigne d'un côté, puis d'un autre côté, des États membres de l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, le Danemark, qui n'hésitent pas, eux aussi, à espionner leurs citoyens, en tous les cas, si ces lois se concrétisaient, c'est déjà le cas? Ma conclusion, c'est que très rapidement, on oublie les leçons de l'affaire Snowden et ce qu'elles ont prouvé au sujet des risques de la surveillance massive sur les droits de l'homme. Je crois que les hommes politiques doivent résister aux pressions publiques et ne pas prendre ces mesures invasives. Il doit y avoir un débat ouvert sur la façon d'équilibrer les droits de l'homme et les besoins de sécurité et de renforcer les services de sécurité et de renseignement. Et il doit y avoir un suivi du Parlement et aussi un suivi des médias et de la société civile. Parce que une des choses que nous avons apprises dans la guerre contre le terrorisme, c'est que les droits de l'homme sont rapidement évacués. Et il faut absolument faire attention. Il ne faut pas aller dans cette direction parce que c'est contre-productif et cela aide les terroristes, cela aide leur cause. Alors vous avez récemment rappelé à l'ordre également le Danemark qui a été victime d'attentats à Copenhague. Le gouvernement danois a, semble-t-il, fait marche arrière. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par les autorités françaises ? Eh bien, j'espère que le débat parlementaire sera informé non seulement par ma voix, mais aussi par la voix du médiateur et de la Commission nationale des droits de l'homme. Et j'espère que ces débats vont se poursuivre et que le judiciaire aura son rôle à jouer en surveillant la surveillance qui sera faite. Je crois que c'est essentiel, non seulement en France, mais dans tous les pays. Est-ce que je soulignerai dans tous les débats à travers l'Europe. Georges Moréas, est-ce que par exemple une personne qui est condamnée pour une affaire de terrorisme pourra rester en détention pour des raisons de sûreté? Amédi Koulibaly, par exemple, certains ont dit il avait été contrôlé quelque peu avant par des motards de la préfecture de police, on le savait dangereux. Est-ce que ça, par exemple, c'est un sujet clivant, hein. Certains disent oui, d'autres disent non. Non, pour l'instant, il n'est pas question de rétention administrative. On ne peut pas arrêter quelqu'un et le tenir enfermé sans la présence d'un juge. Donc pour l'instant, c'est quand même pas prévu, parce que là, on tomberait dans des excès invraisemblables quand même. Est-ce que vous voyez un parallèle avec ce qu'on appelle le Patriot Act aux États-Unis ?
Je crois que c'est pire d'une certaine manière, parce que même si les moyens sont moins importants, le panel est beaucoup plus large. Je veux dire, on a ouvert complètement. C'est-à-dire que c'est pas quelques milliers d'agents secrets qui vont être capables d'utiliser cette loi. Ce sont des dizaines de milliers de fonctionnaires, des douanes, du fisc, de la police, des militaires de la gendarmerie, etc., qui vont être capables qui peuvent utiliser cette loi. Donc, je veux dire, on est en train de créer une plateforme judiciaire, des écoutes téléphoniques judiciaires qui coûte un fric fou, et elle va être au chômage, la plateforme, parce qu'il n'y aura plus besoin de faire des écoutes judiciaires, puisque ça sera possible sur le plan administratif. Le titre de votre chronique sur votre blog, c'est un avenir privé de vie privée. Non, pas tout à fait. Mon blog s'appelle Police, etc. Tout simplement. Après, ce sont des commentaires. Mais sur la vie privée, tout de même, c'est là que ça se joue. Difficile. Comment vous, l'avocat, l'ancien commissaire, le scénariste aussi, parce que vous inspirez aussi la télévision et les fictions, où se situe la vie privée aussi sur des affaires aussi délicates? Je crois qu'il faut faire très attention, parce que la vie privée, c'est un mot comme ça qu'on utilise, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est notre personnalité, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire ça représente tout ce qu'on est, tout ce qu'on veut cacher éventuellement, ou tout ce qu'on veut garder secret, ou tout ce qu'on exprime. Ça représente nos opinions religieuses, nos opinions politiques. Tout ça, c'est tout ça notre vie privée. C'est pas simplement un coup de fil que l'on passe et qui est écouté. Je veux dire, ça va beaucoup plus loin. Quand on va faire des surveillances de masse, c'est-à-dire sur des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, c'est plus un individu c'est la société qui est surveillée. Nils Muižnieks, pire que le Patriot Act, dit d'une certaine manière notre invité en plateau, Georges Moréas, Patriot Act mis en place après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Votre avis à ce sujet? J'espère que l'Europe et les pays européens, individuellement, ne vont pas prendre la route prise par les États-Unis, qui ont surréagi gravement et ont diminué les droits de l'homme. Je pense qu'il faut rappeler que la surveillance massive non seulement peut atteindre les droits de la vie privée, mais aussi porter atteinte aux libertés des médias. Si aucun journaliste ne peut être certain que ses sources vont rester confidentielles, alors tout le journalisme d'investigation va en souffrir. Et je pense qu'il faut faire très très attention, parce que si on commence à atteindre les droits des médias, on touche au cœur de la démocratie. Juste une question peut-être à vous, Georges Moréas, sur la suite qui va être donnée concrètement à ce projet de loi. On sait qu'il y a plusieurs syndicats qui sont vent debout, y compris au sein de la police, y compris au sein... il y a des ONG comme Amnesty International, RSF, etc. Le gouvernement peut-il reculer selon vous ? Je pense qu'il y a beaucoup d'amendements qui vont être en jeu. Déjà, il y en a un aujourd'hui qui va justement prévoir dans certains cas la possibilité pour les journalistes ou les avocats de garder leur secret professionnel. C'est pas encore gagné. Le syndicat majoritaire des magistrats et d'une manière générale compte. Il admet qu'il faut des surveillances. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la manière dont ça va être effectué et la manière dont ça va être voté. Je veux dire. Nils Muižnieks, est-ce qu'il y a un bon élève en Europe tout de même ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question ? Est-ce qu'il y a un bon élève tout de même en Europe ? Un bon élève ? Oui. Je crois qu'il y a quelques bons exemples en Europe présentement. Je crois que l'Italie, Matteo Renzi, le Premier ministre italien, a renvoyé une loi, a retoqué une loi qui était trop invasive par rapport aux droits de l'homme. Mais je pense qu'au Danemark, bien que j'ai critiqué le Danemark dans un certain contexte, je pense que aussi il faut très très attention en ce qui concerne la surveillance et la surréaction par rapport au djihadisme. Je crois que l'élément clé de mon point de vue, il ne faut pas se dépêcher, il ne faut pas surréagir. Il faut essayer, il faut voir si toute la législation dont on parle est compatible avec les droits de l'homme. Il faut nous assurer que nos valeurs, les droits sont maintenus lorsque l'on combat le terrorisme. C'est la seule manière de réussir à long terme. Et il y a des bons exemples en Europe et ailleurs. Merci beaucoup Nils Muižnieks d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également Georges Moréas d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.